Affaire Martinez-Zogo. La guerre des cartels d'État. Un homme est enlevé. Pas par des bandits de grand chemin. Pas par des criminels ordinaires. Par des agents de l'État. Des hommes en uniforme. Des hommes formés, équipés et payés par la République pour protéger ses citoyens. 5 jours plus tard, son corps est retrouvé. Mutilé. Torturé. Abandonné comme un déchet aux abords de Yaoundé. Cet homme s'appelait Martinez-Zogo. Il était journaliste. Il posait chaque matin les questions que beaucoup refusaient d'entendre. Et ce que le tribunal militaire de Yaoundé révèle depuis juin 2026 va bien au-delà d'un simple crime crapuleux. C'est la radiographie d'un État gangréné par ses propres réseaux. Un système de puissance, d'argent et de sang qui court des studios de radio jusqu'au couloir feutré de la présidence de la République. Des ministres. Des généraux. Des espions. Des hommes d'affaires milliardaires. Tous liés, selon les éléments du dossier judiciaire, par un seul objectif, faire taire un homme qui savait trop. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Partie 1. Contexte et fait. Qui était Martinez-Zogo, et pourquoi était-il dangereux? Pour saisir l'ampleur de ce scandale, il faut d'abord comprendre qui était cet homme. Martinez-Zogo n'était pas un journaliste ordinaire. Il dirigeait Amplitude FM, une radio privée de Yaoundé. Et chaque matin, des milliers de Camerounais collaient l'oreille à leur transistor ou à leur téléphone pour l'écouter. Son émission s'appelait « Embouteillage ». Un nom simple. Une promesse tenue chaque jour, dénoncée, nommée, accusée. Dans un pays où beaucoup de journalistes s'autocensurent par peur ou par intérêt, Zogo faisait exactement l'inverse. Il citait des noms. Il brandissait des chiffres. Il parlait de détournement de fonds publics avec la précision d'un auditeur de la Chambre des comptes. Et visiblement, il avait des sources très bien placées. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rendait Zogo particulièrement redoutable, c'est qu'il ne s'attaquait pas à des fonctionnaires anonymes ou à des politiciens de seconde zone. Il visait les intouchables. Ceux qui pensaient que leur rang les mettait hors de portée de la vérité. Parmi ses cibles favorites, un certain Jean-Pierre Amougou Belinga. Homme d'affaires. Magnat des médias. Propriétaire du groupe L'Anecdote et de la chaîne Vision 4. Personnage incontournable du paysage économique et politique camerounais. Selon les éléments du dossier, Zogo l'accusait régulièrement à l'antenne de bénéficier de marchés publics douteux, de détournement de lignes budgétaires et de protection au plus haut sommet de l'État. Des accusations explosives. Des documents à l'appui, dit-on. Et Amougou Belinga n'appréciait visiblement pas. Mais ce n'est pas tout. Ce que peu de gens réalisaient à l'époque, c'est que Martinez-Zogo ne jouait peut-être pas seul cette partition médiatique. Nous y reviendrons. Et cette révélation-là est l'une des plus troublantes de toute l'affaire. Le 17 janvier 2023, Martinez-Zogo quitte son domicile à Yaoundé. Il ne rentrera jamais. 5 jours de silence. 5 jours d'angoisse pour sa famille, ses collègues, ses auditeurs. Puis le 22 janvier, l'horreur, son corps est retrouvé. Les traces sur sa dépouille sont la preuve d'une violence d'une brutalité inouïe. Ce n'est pas un meurtre commis dans la précipitation. C'est un message. Un message adressé à tous ceux qui, au Cameroun, osent lever la voix contre les puissants. Très vite, les enquêteurs vont identifier quelque chose d'extrêmement troublant. Les hommes qui ont enlevé Martinez-Zogo ne sont pas des criminels ordinaires. Ce sont des agents de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, le service de contre-espionnage du Cameroun. Des hommes formés, équipés et payés par la République pour défendre les intérêts du pays et de ses citoyens. Ces hommes-là ont enlevé un journaliste. Ils l'ont torturé. Et selon les preuves présentées au tribunal, ils ont filmé leurs actes. Filmé. Avec leur propre téléphone. Pourquoi filmer une torture? Pour qui? La réponse à cette question est au cœur même du procès. Parmi les 20 prévenus qui comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé, voici les figures clés. Le lieutenant-colonel Justin Danho, ancien directeur des opérations de la DGRE. Selon l'accusation, c'est lui qui a dirigé le commando sur le terrain. C'est lui qui aurait planifié et coordonné l'enlèvement. Léopold Maxime Eko, l'ancien patron de la DGRE lui-même. Le chef du service. Poursuivi pour son implication présumée dans une opération qui, rappelons-le, n'avait rien d'une mission d'État légale.
Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires. Celui que Zogo ciblait régulièrement. Poursuivi pour complicité de torture. Il nie toute implication directe. Stéphane Martin Savom, maire de la commune de Bibey. Homme politique dont le rôle exact reste débattu, mais dont la présence dans ce dossier révèle des connexions politiques qui dépassent largement le crime de droit commun. Et Bruno Bidjang, directeur des médias du groupe d'Amougou Belinga. Sur le banc des accusés pour conspiration de torture et arrestation arbitraire. 20 prévenus. Des militaires. Des civils. Des hommes d'affaires. Des politiciens. Jamais dans l'histoire récente du Cameroun un tel aréopage de puissants ne s'était retrouvé devant un tribunal pour répondre d'un crime aussi sordide. Mais le plus stupéfiant reste à venir. Partie 2 : le conflit, la vidéo, les jokers invisibles et la guerre des finances publiques. Juin 2026. Tribunal militaire de Yaoundé. Le président de la séance annonce la projection d'une pièce à conviction. Dans la salle, avocats, journalistes, observateurs et familles retiennent leur souffle. Sur l'écran apparaissent des images extraites directement des téléphones portables saisis chez les co-accusés. Des images de la torture de Martinez Zogo. Le silence dans la salle est total. Ce que ces images révèlent, ce n'est pas seulement la brutalité du crime. C'est la préméditation. C'est l'organisation. C'est le sang-froid de bourreaux qui savent exactement ce qu'ils font, et qui documentent leurs actes. Mais voilà la question juridique centrale que tout le monde se pose. Cette vidéo prouve-t-elle la culpabilité d'Amougou Belinga? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. En droit, cette vidéo est une preuve matérielle de l'infraction. Elle prouve que la torture a eu lieu. Elle identifie les acteurs sur le terrain. Elle brise définitivement les tentatives de minimiser ou de nier la réalité des violences subies par le journaliste. Mais elle ne désigne pas automatiquement un commanditaire. Pour relier ces images à Amougou Belinga, l'accusation s'appuie sur les aveux initiaux du lieutenant-colonel Justin Danho. Selon ses premières déclarations, Danho aurait filmé les séances de torture pour les envoyer en temps réel à Jean-Pierre Amougou Belinga, pour lui, rendre compte de l'avancement de l'opération. Rendre compte. Comme un subordonné à son chef. Et c'est là que l'affaire prend une dimension vertigineuse. Parce que cette formulation pose une question bouleversante. Amougou Belinga était-il le patron opérationnel d'un commando d'État? Ministère. Avait-il ce niveau de contrôle sur des agents de la DGRE au point de recevoir des comptes rendus en direct d'une opération d'enlèvement et de torture? Si cette version est confirmée, ce n'est plus seulement une affaire de complicité. C'est la révélation d'un réseau privé qui s'est approprié les moyens et les hommes de l'appareil sécuritaire national. Les experts cybercriminologiques commis par le tribunal travaillent précisément sur ce point, démontrer la concomitance entre le moment où les vidéos ont été enregistrées et les échanges téléphoniques entre Danho, Amougou Belinga, et d'autres personnalités de haut rang. C'est sur ce fil téléphonique que repose une partie de la vérité judiciaire. Mais attendez. Parce que ce procès a des ramifications qui montent bien plus haut. Il y a dans cette affaire 2 noms que l'on prononce à voix basse dans les couloirs du pouvoir camerounais. 2 noms que le juge d'instruction n'a pas inculpés. Mais que le tribunal militaire a tout de même convoqué comme témoin. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice. Louis-Paul Motaz, ministre des Finances. 2 piliers du gouvernement. 2 hommes qui, chacun à sa façon, sont au cœur des révélations les plus explosives de cette affaire. Commençons par Laurent Esso. Historiquement, Esso et Amougou Belinga sont décrits comme des proches, voire des amis selon plusieurs sources. Et cette amitié aurait eu des traductions très concrètes. L'enquête de gendarmerie a révélé que le ministère de la Justice aurait mis à disposition des gardes pénitentiaires, payés donc par le contribuable camerounais, pour assurer la sécurité privée de la résidence de l'homme d'affaires. Des fonctionnaires de l'État au service d'un particulier. Mais ce n'est pas le plus grave. Dans ses premières dépositions, le lieutenant-colonel Danho a affirmé qu'au cours de l'opération contre Martinez Zogo, Amougou Belinga aurait appelé directement Laurent Esso pour lui poser une question simple et terrifiante, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et selon cette version, le ministre aurait répondu, finissez le travail. 3 mots. 3 mots qui, s'ils sont prouvés, feraient de Laurent Esso un acteur direct d'un crime d'État. Laurent Esso a fermement démenti. Aucune telle conversation n'aurait eu lieu selon lui. Il a réfuté ces accusations auprès du président Paul Biya lui-même. Mais voilà le problème, les téléphones ne mentent pas. Les données de connexion, les bornages,
les métadonnées des appels, c'est précisément ce que les experts sont en train d'analyser. Et face à cette pression judiciaire sans précédent, Laurent Esso a été formellement cité à comparaître comme témoin. Lui, le ministre de la Justice, appelé à s'expliquer devant un tribunal dans un pays où il est censé être le gardien de la loi. Passons maintenant à Louis-Paul Motaz. Son lien avec l'affaire Zogo est d'une nature différente, mais tout aussi explosive. Rappelez-vous ce que faisait Martinez Zogo à l'antenne. Il ne lançait pas des accusations vagues. Il citait des lignes budgétaires précises. Les lignes 94 et 65, des lignes que peu de Camerounais connaissent, mais qui représentent des dizaines de milliards de francs CFA dans les budgets de l'État. Selon les documents qu'il brandissait, ces lignes auraient alimenté un système de détournement au profit d'Amougou Belinga, avec la validation ou la complicité du ministère des Finances. Le mobile du crime, selon l'accusation, résiderait précisément là. Il fallait faire taire Zogo avant qu'il ne transmette ses dossiers financiers à la présidence ou à la justice. Avant qu'il ne soit trop tard. Cette course contre la montre entre un journaliste et ses ennemis s'est terminée de la pire des façons. Et aujourd'hui, Louis-Paul Motaz est lui aussi convoqué pour s'expliquer sur les flux financiers entre son ministère et les structures économiques de l'homme d'affaires inculpé. 2 ministres. Un procès militaire. Et un pays qui retient son souffle. Mais la guerre, elle, ne se limite pas au ministère. Partie 3, révélation et décryptage, la guerre des clans et les secrets de la présidence. Derrière le procès de Martinez Zogo, il y a une autre guerre. Plus ancienne. Plus profonde. Et infiniment plus dangereuse pour l'avenir du Cameroun. La guerre des clans pour la succession de Paul Biya. Pour comprendre cette dimension, il faut connaître 2 noms. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République. Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil. 2 hommes au sommet absolu du pouvoir camerounais. 2 hommes qui se regardent en chiens de faïence depuis des années. 2 hommes qui représentent des factions opposées dans la bataille silencieuse qui se joue autour du palais d'Etoudi. Et tous 2 ont été cités à comparaître comme témoins dans l'affaire Zogo. Parlons d'abord de Ferdinand Ngo. Chef de file de ce qu'on appelle dans les cercles politiques la Nangasphère, une faction qui tire sa puissance de la proximité avec la première dame et qui ambitionne de peser lourdement sur la succession présidentielle. Ngo est l'un des hommes les plus puissants du pays. L'un des plus discrets aussi. Mais son lien avec Martinez Zogo est proprement bouleversant. Selon plusieurs analystes et les éléments soulevés durant l'instruction, Ferdinand Ngo aurait été l'une des sources secrètes de Martinez Zogo. Oui. Vous avez bien entendu. Ces fameux documents ultra-confidentiels, les lignes budgétaires 94 et 65, ces chiffres que Zogo agitait à la radio comme des grenades auraient pu provenir de l'entourage de Ngo ou de ses services. L'objectif présumé, utiliser le journaliste comme arme médiatique pour pilonner le clan rival, représenté par Motaz, Esso et Amougou Belinga. Martinez Zogo croyait faire du journalisme d'investigation. Il était peut-être aussi, inconsciemment ou non, un pion dans une guerre de palais qui le dépassait totalement. Cette révélation, si elle est confirmée, est glaçante à plus d'un titre. Parce qu'elle transforme la victime en instrument. Et parce qu'elle signifie que sa mort n'est pas seulement le résultat d'une vendetta personnelle, c'est peut-être le résultat d'une guerre froide entre factions d'État qui a dérapé jusqu'au sang. Mais ce n'est pas tout. Après la découverte du corps, Ngo aurait utilisé ses ressources pour commander une enquête mixte gendarmerie-police, en court-circuitant délibérément les réseaux du clan adverse. Des rapports d'experts judiciaires l'ont ensuite accusé d'avoir tenté d'orienter ou de manipuler les conclusions de cette enquête pour cibler exclusivement ses rivaux. Faire la lumière sur un crime, tout en s'assurant que cette lumière n'éclaire que ses ennemis. Et puis il y a la connexion avec Stéphane Martin Savom, le maire de Bibet, actuellement en détention préventive pour complicité d'assassinat. Ce que l'on sait, Savom est un proche politique de Ferdinand Ngo. Alors, son arrestation est-elle la conséquence de sa culpabilité réelle dans les faits reprochés? Ou est-ce un coup délibérément porté par le clan adverse pour affaiblir directement le secrétaire général de la présidence? La justice dira. Mais dans le Cameroun des cartels, les 2 peuvent être vrais simultanément. De l'autre côté de l'échiquier, Samuel Mvondo Ayolo. Directeur du cabinet civil, il gère l'accès direct au chef de l'État et influence discrètement certaines décisions présidentielles. Il est perçu comme le parrain de la faction opposée à la Nangasphère, partageant des intérêts présumés avec le camp d'Amougou Belinga.
Son lien avec Martínez Zogo est d'une nature personnelle et douloureuse. En janvier 2020, 3 ans avant l'assassinat du journaliste, Zogo avait été arrêté et jeté en prison à Condangui. Suite à une plainte pour diffamation déposée par l'épouse de Mvondo Ayolo. Zogo l'avait accusé de cybercriminalité et de chantage. Il avait écopé de 2 mois de prison ferme. Une humiliation. Une rancœur qui, dit-on, ne s'est jamais totalement dissipée. Aujourd'hui, le tribunal militaire convoque Mvondo Ayolo pour clarifier cet historique conflictuel avec la victime, et pour s'expliquer sur la nature des protections politiques présumément accordées au réseau d'Amougou Belinga. Voici donc la carte complète qui se dessine. D'un côté, le clan Ngo qui selon les éléments de l'instruction aurait alimenté Zogo en munitions médiatiques pour détruire ses adversaires politiques. De l'autre, le clan Esomotaz Amougou Belinga Mvondo Ayolo qui aurait décidé de supprimer la source même de ces révélations. Au milieu, Martínez Zogo. Un journaliste. Un homme. Un père. Mort dans la guerre des autres. Et pendant que les clans s'affrontent autour de son dossier judiciaire, sa famille attend toujours de pouvoir l'enterrer. Parce que son corps, plus de 3 ans après sa mort, est toujours placé sous scellé judiciaire. Plus de 3 ans. Sans enterrement. Sans deuil possible. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun des cartels, ou quand l'État dévore ses propres enfants. Maintenant, parlons franchement. Avec la distance de l'analyse. Et cette ironie particulière que seul le Cameroun inspire à ceux qui l'aiment assez pour regarder ses travers en face. Ce procès, au fond, nous raconte quelque chose que beaucoup savaient mais que personne n'osait dire à voix haute. Le Cameroun n'est pas gouverné uniquement par des institutions. Il est gouverné par des réseaux. Des cartels. Des clans. Des familles politiques qui se partagent les ressources de l'État comme d'autres se partagent un héritage de famille. Dans ce système, un journaliste qui s'attaque aux finances de ces réseaux n'est pas seulement un ennemi professionnel. Il est une menace existentielle. Martínez Zogo n'a pas été tué parce qu'il avait offensé quelqu'un. Il a été tué parce qu'il avait des preuves. Et parce que ces preuves, si elles avaient atteint les bonnes oreilles, auraient pu faire vaciller des édifices construits pendant des décennies. Pensez-y un instant. On nous dit qu'un chef d'opération de la DGRE, un colonel, un homme formé au renseignement d'État, un professionnel du secret, filmait ses crimes avec son téléphone personnel, pour les envoyer à un homme d'affaires. Pas à son supérieur hiérarchique. Pas au directeur du service. Pas au ministre de tutelle. À un homme d'affaires. Si cette version est confirmée par les expertises téléphoniques, elle dit une chose terrifiante, dans certains cercles du pouvoir camerounais, les structures officielles de l'État sont devenues les instruments privés de ceux qui ont les bons réseaux, les bons contacts, les bons chéquiers. Ce n'est plus un État qui dispose de réseaux d'influence. C'est un réseau d'influence qui dispose d'un État. Et Bruno Bidjang dans tout ça? Lui, c'est ce que les politiques appellent pudiquement le fusible. L'homme juste assez proche du pouvoir pour être utile. Juste assez loin pour être sacrifié en cas de besoin. Inculpé pour conspiration de torture, arrêté une seconde fois pour avoir critiqué la hausse du prix du carburant sur les réseaux sociaux. 6 mois de prison ferme supplémentaire. Cet homme aura connu plus de barreaux en 2 ans que la plupart de ses concitoyens en toute une vie. C'est aussi ça, le Cameroun des cartels. Les grands prédateurs négocient leurs avocats. Les petits porteurs de cartables encaissent les peines. Il faut aussi parler de ce que ce procès dit sur la liberté de la presse au Cameroun. Parce que si Martínez Zogo a été tué, c'est d'abord parce qu'il parlait. Parce que sa voix portait. Parce que ses auditeurs l'écoutaient. Dans un système sain, cette voix aurait dû être protégée. Contestée peut-être, par les voies légales. Mais protégée. Au lieu de cela, selon les charges retenues par la justice militaire, on a mobilisé un commando d'espions d'État. On a organisé un enlèvement. On a pratiqué des heures de torture. Et on a filmé tout ça, pour rendre compte à celui qui avait commandé l'opération. C'est le message que certains voulaient envoyer à tous les journalistes camerounais. Ce message-là, le tribunal militaire de Yaoundé est en train, audience après audience, de le réécrire. Pas assez vite. Jamais assez vite. Mais il le réécrit. Conclusion, la vérité est un combat. Alors, où en sommes-nous? Juin 2026. Plus de 3 ans après le crime. Le procès n'est pas terminé. 20 prévenus.
Des ministres convoqués comme témoins. Des vidéos de torture projetées dans une salle d'audience. Des experts qui décortiquent des téléphones à la recherche du chaînon manquant entre les bourreaux et le commanditaire présumé. Ce procès est lent. Il est douloureux. Il est régulièrement perturbé par des batailles de procédure et des demandes d'expertise qui repoussent les échéances. Mais il avance. Et chaque audience est une petite victoire contre l'idée que le pouvoir confère l'impunité. Que l'argent efface les preuves. Que les puissants peuvent faire taire, torturer et tuer sans jamais avoir à répondre de leurs actes. La culpabilité définitive des uns et des autres sera établie, ou non, par la justice militaire. Ce n'est pas notre rôle de condamner avant le tribunal. Notre rôle, c'est de suivre. De documenter. De ne pas laisser cette affaire être enterrée sous le poids des délais ou de l'indifférence du temps. Parce que Martínez Zogo mérite que sa mort serve à quelque chose. Il mérite que son corps soit rendu à sa famille. Il mérite que la vérité, toute la vérité, soit enfin dite. Et vous, qui avez regardé jusqu'ici? Vous qui avez entendu les noms des ministres, des colonels, des directeurs de cabinet, des hommes d'affaires et des espions. Posez-vous cette question. Dans un pays où un journaliste peut être enlevé, torturé et assassiné parce qu'il parlait trop fort. Quel espace reste-t-il pour la liberté? Laissez votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo. Parce que la lumière sur cette affaire reste notre meilleure arme collective. Nous continuons à suivre ce dossier. Au nom de la vérité.